Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire de la semaine organisé par le groupe Essor sur une thématique qui est omniprésente ces jours derniers, qui est la reprise de nos chantiers dans un contexte de Covid-19 que nous rencontrons tous. Je suis Nicolas Bousco, directeur général adjoint de Essor Ingénierie et Conseil, et je vais co-animer cette session avec Cécile Jacob, la directrice juridique du groupe Essor. Je vous remercie d'être présents nombreux aujourd'hui, malgré le temps estival, pour notre second webinaire de la semaine dans le cadre de ces reprises de chantier, avec la thématique spécifique des enjeux contractuels et juridiques préalables au redémarrage des chantiers. Nous avons pu aborder mardi le sujet pratique de l'analyse du guide qui était sorti jeudi dernier et des mesures à prendre qui en découlaient, avec une proposition de méthodologie simple et d'outils pratiques en vue de ces redémarrages. Lorsqu'on envisage une reprise de chantier, de nombreuses questions ne manquent pas d'arriver et de se poser de manière purement opérationnelle. Et j'imagine que vous, comme moi, vous posez des questions sur la contractualisation et l'aspect juridique et financier à régler avant tout redémarrage. Le groupe Essor intervient sur une très large panel de rôles et de responsabilités et de missions au sein du secteur de la construction, qui vont du financement à la promotion immobilière, en passant par la construction en contractant général ou en clé en main, mais aussi des missions d'ingénierie ou de maîtrise d'œuvre, ou encore des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de conseil. Cette transversalité, cette approche multicasquette nous permet de nous interroger ou d'interroger la situation sous différents angles, cette situation inédite et particulière, et elle nous permet de nous poser les questions et la problématique avec les différents points de vue. Fort de ce constat et de ce particularisme, je dirais, qui nous caractérise, nous vous proposons aujourd'hui de partager avec vous notre analyse de la situation et de vous présenter un cadre juridique contractuel et nos premières réflexions pour faire face à cette situation. Ce webinaire se déroulera en deux phases, une première phase de présentation et une deuxième phase plus ouverte à travers des questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions sur la fonction questions-réponses de Zoom. Les questions s'afficheront au fur et à mesure, vous pouvez les voir, vous pouvez liker les questions qui vous semblent les plus pertinentes ou celles pour lesquelles vous avez réellement besoin d'avoir une réponse. Nous tenterons de répondre à l'ensemble de ces questions et notamment à celles qui ont reçu le plus de likes. Le webinaire est enregistré dans sa globalité. Il sera proposé en podcast, en libre accès, dès la fin de cette session, pendant plusieurs semaines. Comme ça, vous pourrez le revoir si vous avez besoin de revoir certains conseils ou le faire partager à des personnes qui auraient manqué ce webinaire. L'heure est venue maintenant de passer la main à Cécile, qu'elle puisse partager avec nous son analyse de la situation. Elle sera certainement beaucoup plus précise et calée que moi pour répondre à tous ces aspects juridiques. Cécile, je vais te laisser la main. Merci Nicolas. Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Jacob. J'anime le pôle juridique chez Essor et comme vous, certainement, nous vivons une situation inédite, tant sur le plan personnel que professionnel. Et comme vous, chez Essor, nous avons traversé cette crise sanitaire par des cycles. Il y a d'abord eu le cycle d'arrêt. L'arrêt est une forme de sidération. Donc, l'arrêt parce qu'on avait tout un tas d'incertitudes notamment sur la faculté que l'on avait à poursuivre des chantiers qui garantissaient la sécurité de ceux qui intervenaient dans ce chantier et des intervenants à l'acte de construire. Ensuite est venue la période des questions. L'acte de construire est déjà par définition un acte complexe parce qu'il est dans un environnement qui est complexe, parce que nous avons de multiples intervenants, de multiples réglementations, de multiples contrats. Tout est imbriqué. La conséquence d'un contrat sur l'autre fait l'effet d'un effet domino. Et pour le coup, en période de crise, c'est encore plus compliqué. Donc, les questions qui se sont posées sont multiples. On s'est demandé reprise par reprise. Si reprise, comment, quand, est-ce qu'on peut envoyer nos collaborateurs en toute sécurité ou pas? Quel délai? Est-ce que mes délais sont prorogés, pas prorogés? Est-ce que je vais payer? Est-ce que je ne vais pas payer? Qu'est-ce que je dis à mon client? Qu'est-ce que je lui conseille? Et tout ça
en l'attente de parution d'un guide qui s'est fait un petit peu attendre, et en plus dans une forme de cacophonie générale où on avait un flux d'informations et d'injonctions paradoxales qui consistaient à dire « restez à la maison et poursuivez les chantiers ». Donc face à ça, comme vous, on s'est interrogé chez Essor et puis on a essayé d'y mettre un petit peu de méthode, méthode qui a été exposée par Nicolas lors de notre dernier webinaire et qui a fait surtout suite à la parution du guide des bonnes pratiques qui a été mis en place par l'OPBBTP, puisque c'est à partir de ce guide qu'on peut considérer qu'effectivement on peut reprendre les chantiers en toute sécurité. Donc depuis le 2 avril, on est à pied d'œuvre pour étudier ce guide et savoir comment on reprend les chantiers. Donc, il y a tout un tas de démarches opérationnelles, on en a parlé, la concertation préalable, les actualisations des documents. Et dans la phase contractuelle et avant la reprise, ce que l'on croit chez Essor, c'est qu'il faut passer par un avenant de contrat auprès de chacun des intervenants pour sécuriser les conditions d'exécution. Nous allons voir pourquoi, selon nous, il est absolument indispensable donc de sécuriser par le contrat, puisque on verra que d'abord, on va regarder quels sont les enjeux pour chacune des parties au contrat. Nous verrons que face à ces enjeux, selon ce qui est prévu dans vos contrats existants, le cadre juridique étant ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire tout à fait incertain, tant avec les outils existants que parce qu'il va arriver, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, que le contrat est encore la meilleure stratégie que l'on peut avoir pour essayer de traverser cette crise de façon plus sereine. Les enjeux d'abord. Donc, quels sont les enjeux pour les parties prenantes dans un contrat dans le cadre d'une opération de construction? Les enjeux, merci. Les enjeux de la négociation. Donc, en fait, il y a des enjeux qui sont à la fois communs et des intérêts divergents. C'est toute la complexité de la situation. Ce sont déjà des choses qui existent préalablement, qui sont, comment dirais-je, indépendants à un phénomène de crise, mais qui sont aggravés par la crise. Donc, en fait, le maître d'ouvrage a l'intérêt, par exemple, de vouloir respecter ses engagements contractuels à l'égard de ses clients, c'est-à-dire livrer dans les délais. Et évidemment, ce qu'il souhaite, c'est que le prix de départ qu'il a négocié pour son projet soit le même et soit maintenu. Et en même temps, évidemment, il souhaite que la sécurité du chantier soit assurée et qu'à ce titre, elle soit assurée par l'entreprise. De l'autre côté, nous avons les entreprises qui vont vouloir reprendre leur activité et la maintenir, évidemment. Par contre, elles vont vouloir, évidemment, qu'on limite les impacts des coûts et qu'on reporte le planning. Et, à contrario, elles vont vouloir faire supporter le coût de la sécurité au maître d'ouvrage, même si elles vont quand même s'assurer que les conditions de sécurité de leurs collaborateurs sur site sont bien mises en œuvre. On a des intérêts divergents, c'est sûr. Pour autant, on a des enjeux qui sont communs. On a des enjeux de sécurité. Tout le monde a besoin qu'on agisse en sécurité, dans des conditions sanitaires qui soient satisfaisantes pour tous. Chacun a besoin de savoir à quoi il s'engage, tant en termes de prix qu'en termes de délai. Et on a besoin tous de savoir si l'on va ou pas payer des pénalités et si on est en capacité ou pas de facturer des pénalités. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'on est en train de se comprendre, et c'est les prémices de notre réflexion, c'est que finalement, il va quand même falloir discuter parce que un bon accord équilibré sera un accord qui sera satisfaisant pour les deux parties. Une fois qu'on a listé ces enjeux, on va regarder et évaluer en fait le risque de ces enjeux par rapport au contrat existant et la situation actuelle. Donc, ça passe par une analyse de vos contrats et de l'ensemble des clauses qui y figurent, et plus précisément celles que l'on va dérouler une par une pour vous permettre de faire l'exercice. Donc, tout d'abord, s'agissant des causes légitimes de suspension des délais. Alors, c'est un outil qui permet, dans un contrat, d'envisager et d'anticiper que lors de l'opération de construction, il peut y avoir des événements qui vont empêcher la poursuite normale du chantier. Donc, certains contrats le prévoient souvent déjà pour les intempéries. Quand il y a des intempéries, on prévoit un certain nombre de cas dans certaines conditions pour que le contrat soit reporté. Et il existe tout un tas d'événements qui peuvent être listés selon la négociation des parties.
Ce qu'il faut regarder par rapport aux causes légitimes de suspension, c'est donc en période de Covid, est-ce que vous avez une clause qui fait mention d'une crise sanitaire et de ses conséquences? Je vous avoue que l'expérience que l'on a chez Essor, et malgré l'expérience que l'on a chez Essor, nous n'avions pas imaginé cette hypothèse, et donc la plupart des contrats que l'on a pu voir ne contiennent pas cette cause légitime de suspension. Si jamais, par chance, votre contrat mentionne la pandémie ou la crise sanitaire comme une cause légitime, il faudra ensuite regarder si le traitement de ces causes est prévu avec une franchise ou avec des conditions d'information préalables. Je vais essayer de traduire ça facilement. Ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que si dans votre contrat, on vous dit la pandémie est prévue, mais par contre, si l'événement arrive, vous devez informer votre co-contractant que dans les 24 heures, si vous ne l'avez pas fait dans les formes requises, peut-être que le contrat prévoit que vous ne pourrez pas vous en prévaloir. Donc, ça ne suffit pas d'aller vérifier si la clause existe, pardon. Il faut aussi s'assurer de savoir si on peut bien la mettre en œuvre. Une fois que vous aurez déterminé ce point-là, vous pourrez ensuite calculer les éventuelles pénalités par rapport à la date de livraison. Si vous avez une cause légitime qui est prévue, de fait, vous allez avoir un report de planning. En revanche, si vous n'avez pas de cause légitime, et on verra après, sauf cas de force majeure, on verra après pourquoi, vous pouvez calculer vos pénalités. Les pénalités sont calculées avec des règles de plafonnement. Souvent, elles sont plafonnées. Elles peuvent avoir aussi des franchises. Et puis, alors, il faudra faire et vérifier l'exercice de savoir si les jours de retard sont des jours ouvrables, des jours calendaires ou des jours ouvrés. Parce que les conséquences, évidemment, ne sont pas les mêmes. Une fois que vous aurez vérifié les enjeux par rapport aux pénalités, nous verrons les enjeux suivants, que sont les enjeux de la notice descriptive. En effet, quand vous achetez un projet immobilier, vous achetez un projet qui est décrit et qui est assez précisément décrit dans la notice descriptive. Or, bien évidemment, comme à l'impossible nul n'est tenu, on prévoit qu'en cas d'indisponibilité d'approvisionnement de certains matériels, ou types de matériel ou de produits, on ait la possibilité de substituer certains produits par d'autres. Or, certains utilisateurs ou certains investisseurs, parfois, ont besoin d'un matériel spécifique, d'une marque spécifique, ou que sais-je encore. Et donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous avez des prérogatives particulières ou des besoins particuliers par rapport à ça, sachez que si vous avez une clause dite de tolérance de matériaux dans vos contrats, votre constructeur aura la faculté de substituer un matériau par un autre. Donc, il faudra vous assurer que ça vous convient, sinon, ça également, il faudra le traiter dans un avenant. Vous devez également vérifier dans vos clauses, et on peut passer à la slide suivante, merci, quels sont les enjeux de la négociation en matière de prix. Ça, c'est à peu près dans toutes les têtes et tout le monde a certainement dû commencer à regarder son contrat par la fenêtre du prix. Donc, le prix, en fait, il peut être forfaitaire. Ça veut dire que forfaitaire, en clair, c'est le package et puis on ne revient pas dessus. Sauf que ce prix, même s'il est forfaitaire, peut parfois faire l'objet d'actualisation. Dans ce cas-là, il faut regarder si oui ou non il y a une actualisation. Et même dans les forfaits, parfois, il y a des exclusions. Il y a des exclusions qui vont être de deux ordres. Soit, clairement, les changements de réglementation sont exclus du prix. Dans ce cas, ça suggère que toutes les conséquences, ou en tout cas une partie des conséquences de la crise pourront être rediscutées. Ou vous pouvez avoir après l'hypothèse de la force majeure ou de l'imprévision que l'on va regarder dans un deuxième temps. Nous allons donc passer maintenant à l'étude du cadre juridique parce que le cadre juridique actuel est assez incertain. Donc, comme je vous le disais, dans vos contrats également, il peut y avoir deux autres types de clauses que sont la référence à la force majeure ou la référence à l'imprévision. Et il faut savoir également qu'il y a toute une partie du droit qu'on ne connaît pas aujourd'hui parce que le fameux guide dont on parle mentionne qu'il y aura des ordonnances qui vont être prises par le gouvernement pour encadrer les conséquences de cette crise, notamment dans le cadre de la construction, et qu'à l'heure où je vous parle, personne ne sait ce que va contenir ces ordonnances et ce qu'elles vont contenir. Donc, en clair, on ne sait pas grand-chose.
S'agissant de la force majeure, il faut quand même avoir quelques notions pour comprendre la notion de force majeure. Et on vous a fait un petit schéma pour essayer de simplifier la compréhension de la notion. Donc, les juristes cherchent à savoir si 3 critères sont réunis pour considérer qu'un événement est de force majeure. Le caractère imprévisible extérieur à la volonté des parties. On pourrait discuter, mais globalement, le Covid-19 n'a pas trop de débat sur le caractère imprévisible. On ne savait pas que ça allait exister ni que ça allait arriver. Et puis, extérieur à la volonté des parties, bon, il n'y a pas de doute sur le fait que le coronavirus ne vient pas de l'une des 2 parties. Donc, sur ces points-là, ce n'est pas trop le sujet. En revanche, sur le caractère irrésistible, qu'est-ce que ça veut dire en droit, le caractère irrésistible? Ça veut dire, est-ce que l'événement, donc le Covid, a pour conséquence de m'empêcher de poursuivre l'exécution de mon contrat? Est-ce que je peux quand même réaliser mon obligation de construire alors même que je suis empêchée par les conséquences du coronavirus? Et alors là, vous allez lire, entendre et voir tout et son contraire. Personne ne sait bien, pour la simple et bonne raison que c'est difficile la force majeure parce que c'est souvent arbitré par un juge. Ce que l'on peut vous dire en tout cas, c'est que globalement, la notion d'empêchement, elle ne peut pas être simplement traitée du point de vue de l'environnement. C'est-à-dire, concrètement, on ne peut pas considérer que la force majeure ne fonctionnera que lorsque, dans un département dans lequel il y a eu un chantier ou dans une ville dans laquelle il y a eu un chantier, il y a un arrêté du maire pour stopper tout déplacement. Dans ce cas-là, évidemment, la force majeure, il n'y aura même plus de débat dessus, ça c'est certain. En revanche, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles une entreprise ou un prestataire ou un fournisseur ou un promoteur n'aura pas pu tenir ses engagements au regard de la force majeure du coronavirus. Par exemple, on peut imaginer que la force majeure soit acquise parce que les fermetures des crèches et des écoles, qui est quelque chose qu'on ne pouvait pas du tout prévoir et qui est la conséquence directe du virus, ont envoyé la moitié des collaborateurs garder leurs enfants à la maison. Et par conséquent, si vous n'avez plus de conducteurs de travaux pour aller sur un chantier et que la moitié des collaborateurs ne sont pas là, c'est compliqué. De la même façon, on peut imaginer que certains collaborateurs aient été dans des zones infectées ou à fort risque d'épidémie dans des zones qui étaient en avance par rapport à la situation où vous vous trouvez, autrement dit, dans une zone à Covid. Voilà. Et donc, à titre de prévention, on nous recommandait de les mettre en quarantaine. Donc, vous avez une partie des collaborateurs qui sont mis en quarantaine. À ce moment-là, c'est pareil, vous aurez bien du mal à tenir vos engagements. Donc, pour toutes ces raisons, on ne peut pas, je crois, considérer, balayer d'un revers de main l'idée de la force majeure. Il faut vraiment regarder au cas par cas. Qu'est-ce que ça veut dire la force majeure concrètement? Ça veut dire qu'on suspend l'exécution du contrat momentanément. Ça ne veut pas dire autre chose. Ça veut dire que les délais sont reportés, mais que les obligations vont perdurer. Donc, concrètement, et dans notre cas, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que jusqu'à la publication du guide en matière de construction, on aura du mal à expliquer qu'on pouvait reprendre les chantiers parce qu'on n'était pas sûr qu'on pourrait avoir des conditions de sécurité satisfaisantes. Donc, la première période. Et ensuite, excusez-moi, je suis désolée, c'est les inconvénients du direct. Vous pourrez considérer, excusez-moi, vous pourrez considérer que les conséquences de la force majeure vont reporter automatiquement votre planning. Il existe un autre mécanisme qui s'appelle le mécanisme de l'imprévision. Donc ça, c'est pareil, vous allez entendre parler de l'imprévision énormément. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que c'est que l'imprévision? D'abord, pour vous donner quelques clés de compréhension. L'imprévision, c'est un mécanisme juridique qui a été inventé par la jurisprudence parce qu'elle s'apercevait que, de manière générale, dans certains contrats, les parties s'obligeaient à faire quelque chose dans un certain délai et qu'il y avait un événement imprévu qui survenait et qui empêchait pour le coup la partie qui s'était engagée à réaliser parce qu'elle subissait un bouleversement économique et qu'elle ne pouvait pas tenir ses engagements. Et face à cette situation, vous aviez l'autre partie qui refusait catégoriquement de négocier. Donc, ça mettait l'autre partie en difficulté alors même que ce n'était pas de son fait. Et donc, vous alliez devant le juge et le juge arbitrait lui-même et refaisait la négociation tout seul. Fort de cette jurisprudence qui était quand même plutôt assez équilibrée, le législateur en 2016 s'est dit « Tiens, c'est une bonne idée, je vais intégrer ça dans le Code civil ». Donc, il a intégré ça au Code civil et c'est le fameux article 1195 dont vous allez entendre parler qui
qui a été intégré dans le Code civil pour permettre en fait aux parties de pouvoir se prévaloir de ce qu'on appelle l'imprévision. Sauf que le législateur n'a pas été au bout de sa démarche puisqu'on a eu un vif débat, nous les juristes, à la sortie de cet article parce que personne n'a su dire si le législateur souhaitait en faire une règle de principe qui s'appliquait à tous, c'est-à-dire une règle d'ordre public à laquelle on ne peut pas déroger, ou si c'était finalement une proposition qui existait dans le Code civil. Et dans ce cas-là, si on n'en parle pas, on pourra éventuellement l'appliquer. Et ça fait toute la différence parce que face à cette situation-là, tous les juristes que nous sommes, dans nos contrats, nous avons intégré la clause qui consiste à dire que l'on renonce à ce mécanisme et qu'on renonce à l'imprévision. Donc, vous avez dans vos contrats la renonciation à l'imprévision. Concrètement, ça veut dire que moi, promoteur, je renonce à l'imprévision. Ça veut dire que quoi qu'il advienne, je suis en capacité de vous livrer dans le délai au prix convenu. C'est une obligation qui est assez costaud. Cette obligation, donc, cette renonciation contractuelle, elle figure certainement dans tous vos contrats, puisque tous les bons juristes la font figurer dedans. Pour autant, comme on a un débat de fond pour savoir si cette clause sera maintenue, cet article sera considéré comme d'ordre public ou pas, ce qu'on se dit, c'est que le gouvernement a une arme redoutable pour équilibrer les rapports de négociation entre les parties. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'il précise assez naturellement le fait de dire « Ah ben j'avais oublié de vous dire, au fait, c'est d'ordre public ». Ce qui veut donc dire dans ces cas-là, c'est que vous, là, dans les négociations à venir avec les entreprises, vous allez vous dire bon, mais par exemple, promoteur entreprise, madame l'entreprise, je suis désolée, vous avez renoncé à l'imprévision, donc là, on ne va pas rediscuter des conditions du marché. Et puis, et vous allez dire, mais j'ai une clause. Et puis, moi, mon investisseur, il va me dire, mais monsieur le promoteur, vous comprenez bien que vous avez renoncé à l'imprévision, donc je ne vais pas rediscuter du prix. Sauf que moi, ce que je dis, c'est que on n'en sait rien et que globalement, si jamais la renonciation à l'imprévision, elle venait être d'ordre public, tout ça est balayé d'un revers de main et c'est l'ouverture des négociations à foison. Donc, c'est dangereux parce qu'on ne sait pas. S'ajoute à ça, parce que sinon, ce n'est pas drôle, pour complexifier un peu plus la chose, nous avons des incertitudes sur l'avenir et sur les règles juridiques qui vont s'appliquer aujourd'hui, mais qui n'ont pas encore été prises. Donc, nous avons une loi d'habilitation du gouvernement qui l'a autorisé à prendre des ordonnances, nous avons des décrets, nous avons un rapport du président, nous avons des circulaires et nous avons le guide. Autant vous dire que, comme ça part dans tous les sens, il y a des trous dans la raquette d'abord et il y a des fois des choses qui sont dites dans un des documents et qui sont contredites dans l'autre. Par exemple, on entend parler de prorogation automatique de délai. Et on se dit, c'est bon, avec l'ordonnance du 25 mars sur le report automatique des délais, on a l'impression qu'on est serein parce que si je devais livrer, je vais avoir livrer par exemple le 24 juin, je vais avoir un report automatique de 2 mois et demi, la durée de la pandémie. Mais non, c'est pas ça que prévoit le texte aujourd'hui. Le texte, ce qu'il dit aujourd'hui précisément, si on s'en tient strictement à la lecture du texte, c'est de dire, si jamais votre livraison devait intervenir pendant la période qu'on appelle juridiquement protégée. La période juridiquement protégée, c'est quoi? 12 mars, 24 mai plus un mois, 24 juin. Tout ce qui se passe pendant cette période-là, du 12 mars au 24 juin, est protégé. Ça veut dire que pendant cette période, globalement, on ne peut pas sanctionner, on ne peut pas résilier, on ne peut pas résoudre. Je caricature un petit peu, mais c'est globalement les principes qu'il faut retenir. Donc, si vous deviez livrer durant cette période, pas de souci, c'est différé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous deviez livrer 4 jours après, bon, ben là, rien n'est prévu, donc vous devez quand même livrer le 28 juin, même si vous avez subi une crise. C'est bien le problème, il y a des trous dans la raquette. Donc qu'est-ce qu'on fait face à cette situation? Eh bien, on va trouver une solution, puisqu'il n'y a pas de cadre et que c'est flou et qu'on ne sait pas ce que va être demain. On propose, nous, chez Essor, d'anticiper, de se mettre autour de la table et de recréer le cadre. Alors, recréer le cadre par le contrat. Pourquoi? Parce que le contrat a une certaine force. On vous rappelle ici les principales règles du contrat. Le contrat, c'est la liberté, contractuelle en tout cas. C'est aussi, quand on signe un contrat avec une autre partie, on s'engage. Donc, ça a une vraie force et ça tient loi entre les parties. Pourquoi un contrat? Parce que c'est rapide. Vous pouvez discuter avec votre partenaire et par voie d'avenant, vous pouvez échanger, moduler, revoir des choses. C'est souple.
Vous pouvez faire du sur-mesure. C'est sécurisant dans la mesure où vous allez pouvoir anticiper et décider ce que vous comptez faire dans ce cadre-là. C'est-à-dire que comme le cadre global juridique n'est pas clair, vous allez faire votre propre cadre contractuel pour anticiper et savoir comment vous allez gérer la crise. Les limites à ça, elles sont de 2 ordres. Le consentement. Évidemment, pour pouvoir dire que les parties ont signé en toute connaissance de cause, il faut qu'elles comprennent. Donc, il faut utiliser des mots et des engagements qu'elles soient en capacité de comprendre pour signer de manière éclairée. Sinon, ça ne vaudra rien du tout. De la même manière, pour vous donner un exemple, on ne met pas des petites lignes en bas avec des astérix pour pouvoir faire passer une information. De la même façon, il y a des dispositions qui sont dites d'ordre public. L'ordre public, c'est un corpus de règles que le législateur considère comme étant un socle dur de protection de certains pans de l'économie, de la morale, de l'éthique, du droit, de la santé, etc. Et donc, à ce titre-là, selon les règles qu'il va prendre dans les différentes réglementations, il va dire, bon, mais ça, c'est d'ordre public, donc c'est la base, c'est le socle, on ne revient pas dessus. Contractuellement, vous n'aurez pas le droit de venir dessus. Donc, la liberté est tempérée par ce simple article-là. Mais on a quand même des moyens de sécuriser et d'encadrer ce contrat-là. Donc, vous allez négocier un accord, puisqu'il n'y a pas de certitude, et vous allez avoir une bonne stratégie contractuelle. Ça veut dire que vous allez anticiper le fait que probablement le gouvernement va venir créer des ordonnances, et donc on ne sait pas ce qu'il va s'y passer, on ne sait pas si ça sera d'ordre public ou pas. Donc, ce que l'on prévoit, c'est que dans votre avenant, en cas de nullité d'une des clauses, parce qu'elle serait d'ordre public, on considérera que le reste de la négo, lui ou elle, pardon, la négo du contrat ou l'équilibre que vous aurez trouvé contractuel ne sera pas remis en cause. Seule la clause en question sera considérée comme nulle. Si jamais c'était le cas, on peut rajouter aussi une clause de rencontre, c'est-à-dire qu'avant le recours contentieux, les parties s'obligent à rediscuter, voire même avoir le recours à l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est une alternative en fait à l'aléa judiciaire ou au juge. C'est-à-dire que vous réunissez, vous vous mettez d'accord avec votre co-contractant pour définir qui arbitrera entre vous. Et l'arbitrage a une force juridique importante parce qu'on y est tenu. On ne peut pas ensuite dire qu'on n'était pas d'accord. Ça a une vraie force juridique. Et enfin, dernier petit point, l'idée de faire un avenant avant la reprise, ce n'est pas pour revenir discuter dans 6 mois au moment où on fait le décompte général définitif ou au moment où on fait le solde de tout compte. Ce n'est pas du tout le principe. Donc, pour ce faire, on est bien d'accord et on l'énonce clairement dans la discussion et on précise que la discussion et l'avenant au contrat a vocation transactionnelle entre les parties. La transaction, elle verrouille le fait qu'on ne peut pas dire oui, on se met d'accord et puis après on revient sur ce qu'on a dit. On est bien d'accord pour dire que ça tient compte de l'ensemble des conditions du contrat, de l'accord entre les parties. Enfin, pour que ce soit plus clair, on vous propose de faire deux focus sur la partie contractuelle. Oui, peut-être que je vais vous rappeler en pratique comment on s'y prend. Donc, je résume. Préalablement à la reprise. Pourquoi? Parce que si vous reprenez et qu'on se dit qu'on discute après, vous ne savez pas ce qui va advenir, donc il vaut mieux refaire avant. On signe des avenants avec l'ensemble des partenaires à l'acte de construire. CSPS, MOE, entreprises, investisseurs, acquéreurs, utilisateurs. Et on va traiter des conditions financières, on va traiter des problématiques de planning et on va traiter du fait qu'on est en mode dégradé et que les travaux vont reprendre, certes, mais ils vont reprendre de façon quand même ralentie du fait de la limitation de la coactivité. Donc, voilà le programme, il est important. Et donc, concrètement, par exemple, pour des marchés de travaux, ce que l'on préconise, c'est qu'on identifie bien les 3 périodes que sont l'interruption des chantiers. Donc, il y a la période interruption avant guide et après, il y a une période après guide, voyez-vous. Il y a la partie donc
suspension, arrêt de chantier qu'il faut traiter. Est-ce que c'est de la force majeure ou pas? Comment on le traite et on fait un report de planning. Ensuite, on a la partie, on va reprendre les chantiers puisque le guide est publié, mais on va le reprendre en mode dégradé. Donc, on va acter le fait que c'est en mode dégradé et que le planning va être ralenti. Et on neutralise les pénalités de retard parce qu'on ne peut pas exécuter son chantier normalement. Donc, ça me semble assez logique. Et enfin, on prévoit ce qui va se passer et quand est-ce qu'on reprend et quand est-ce qu'est la fin de la pandémie. À ce sujet, par rapport à la fin de la pandémie, on vous a fait un petit focus délai, parce que c'est bien de revoir les basiques. Le délai, en fait, c'est un point de départ et un point d'arrivée, c'est une durée. Or, aujourd'hui, on n'a aucune visibilité en termes de délai de la fin de la crise sanitaire. Et je voulais attirer votre attention sur un point, c'est que pour moi, enfin pour nous, la fin du confinement ne veut pas forcément dire la fin de la crise pour les chantiers. D'abord parce que on n'est pas du tout sûr que on ne nous demande pas de poursuivre la préconisation ou l'application du guide des bonnes pratiques postérieurement au confinement parce qu'on parle de déconfinement et de règles de précaution. Donc, on peut tout à fait imaginer que l'on poursuive encore ces règles de limitation de la coactivité. Donc, on ne sait pas. Donc, il faut être prudent sur les fins de pandémie. Soyez prudents dans vos contrats aussi sur ce point-là. Le mode dégradé peut durer plus qu'on ne l'imagine, selon moi, par rapport à la coactivité. Alors, comment on fait concrètement pour éviter d'avoir à reprendre des délais? On fait des délais glissants, c'est-à-dire qu'habituellement, on aime bien, nous les juristes, avoir des dates de date à date, sauf que là, ben non, on va mettre un événement qui va donner le début d'une date et un délai qui va être glissant selon le moment où ça débute et le moment où ça se termine. Sur la partie du prix. Donc, sur la partie du prix, on souhaitait aussi vous rappeler quelques petits préalables qui sont des fondamentaux des règles de droit. Parce que là, c'est pareil, on entend tout et son contraire sur les opportunités d'une crise pour certains, le fait que d'autres vont y laisser des plumes. Oui, on peut renégocier le prix si on a des clauses qui le prévoient ou si on est d'accord. Mais par contre, il faut quand même faire attention. En droit existe le principe de l'enrichissement sans cause qui est prohibé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne se fait pas de l'argent sur le dos de quelqu'un d'autre, si je dois utiliser des mots un peu concrets. Donc, en fait, la discussion de la renégociation ne se fera que sur les surcoûts réels qui doivent faire l'objet d'une renégociation. Et elle ne se fera que sur le reliquat, sur la partie restante due, pas sur les prestations qui ne sont pas réalisées. Et dans les enjeux de la négo et sur le prix, hein, on le redit, mais il faut vraiment prendre conscience des contraintes de chacun pour pouvoir arriver à un accord. À ce propos, pour essayer d'objectiver les renégociations de prix, on vous propose quelques outils contractuels auxquels on a pensé, qui peuvent éventuellement orienter votre négociation. Généralement, on aime bien actualiser avec des indices. On pourrait imaginer qu'on réactualise les prix par rapport à des indices qu'on aurait choisis entre les parties. Encore faut-il avoir un indice qui soit en rapport avec l'activité de votre contrat. L'intérêt de l'indice, c'est qu'il est objectivé par un autre événement qui vient procéder à l'actualisation et ce n'est pas de la simple volonté des parties. On pourrait imaginer des renégociations échelonnées ou des délais de paiement aussi pour permettre à tout un chacun de traverser cette crise sans y laisser trop de plumes. La possibilité aussi, pourquoi pas, de prévoir en contrepartie de cet échelonnement des intérêts qui soient différés des intérêts différés sur les différés de paiement accordés, c'est-à-dire il y a une partie, il y a une contrepartie et une participation partagée au compte prorata du maître d'ouvrage. Ça, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais selon nous, la sécurité de la base vie et des espaces communs, sur tout ce qui est partie consommable, masques, gants, déchets, non, plutôt, ce n'est pas les masques et gants, excusez-moi. C'est plutôt les produits pour de nettoyage, les lingettes désinfectantes, les sacs à déchets spécifiques. Le ménage, on propose évidemment qu'il y ait une participation, une contribution financière du maître d'ouvrage pour assurer la sécurité de l'ensemble des intervenants à l'acte de construire. Voilà sur la partie focus sur la négociation de prix. Donc, en clair, si on résume,
On se met en posture de négo et on va discuter des délais, on va discuter des prix, on va discuter des pénalités. On aura fait au préalable une analyse de son contrat. Et même si on a fait une analyse de son contrat, on ne s'arc-boute pas sur des positions puisqu'on est sûr de rien. Et comme on est sûr de rien, on rajoute deux petites mentions que la clause qui est nulle et réputée non écrite, ce n'est que la clause et pas l'ensemble de la négo, et que l'accord vaut transaction. Évidemment, on prend bien soin d'ajouter dans l'avenant que l'on va reprendre en mode dégradé et on traite des conséquences de ce mode dégradé et on renvoie au guide pour tout l'ensemble des préconisations, chacun devant tenir ses obligations en la matière. Voilà pour l'avenant type. En synthèse, vous l'avez compris, selon nous, la négociation est primordiale et elle est un préalable essentiel. Avant reprise, il faut savoir où on va. C'est compliqué de partir sans avoir aucune idée du cadre des conséquences juridiques et financières. Or, ça suggère un accord commun et ça suggère des concessions, ça suggère que chacun mette de la bonne volonté et c'est la clé d'une sortie de crise optimisée. C'est la seule façon de sortir de l'état d'incertitude dans lequel on est aujourd'hui, c'est de passer par la sécurité contractuelle pour pouvoir décider, choisir et arbitrer en toute connaissance de cause. Et on voulait, à ce titre-là, si vous n'étiez pas convaincu, vous faire part d'une citation d'Honoré de Balzac, qui n'était pas juriste pourtant, qui exprimait le fait que la plus mauvaise transaction est meilleure que le procès. Voilà. Un immense merci à Cécile pour ce contenu de qualité, clair, précis, cet éclairage qui, pour une fois, est compréhensif, vulgarisé pour des non-juristes comme nous et facilement assimilable, je pense. En tout cas, ça a suscité un certain nombre de questions qu'on a pu voir apparaître, que vous avez tous pu voir apparaître dans l'outil de questions-réponses. On va essayer d'y apporter des réponses avec le plus de précision possible et pragmatisme, si possible. La première question est comment s'engager sur un nouveau planning que nous ne maîtrisons pas? Alors, comment s'engager sur un nouveau planning que nous ne maîtrisons pas? Je dirais que plutôt que de dire on s'engage sur un nouveau planning que nous ne maîtrisons pas, je traiterai de la première période par une suspension, c'est-à-dire avant publication du guide et jusqu'à la reprise effective. Donc, c'est-à-dire publication du guide, concertation préalable, reprise. Ça, je le traiterai en report, comme une force majeure, d'accord? On n'a pas pu travailler. Bon. La deuxième partie, qui est la reprise en mode dégradé, je considérerais que compte tenu du mode dégradé, on neutralise la partie pénalité, c'est-à-dire qu'on s'engage à faire du mieux qu'on peut. On a besoin d'avoir un planning à tout le moins indicatif parce que, ne serait-ce que pour gérer les règles de coactivité, pour ne pas se retrouver dans des choses qui soient en contradiction avec ce que préconise le CSPS et le guide des bonnes pratiques. Donc, il faut une planification, à mon sens, mais cette planification ne peut être qu'indicative. Et durant la partie en mode dégradé, selon moi, elle ne peut être qu'indicative. Ça veut dire aussi que, puisque je ne suis pas en capacité de m'engager sur un planning, je ne vais pas non plus aller chercher la responsabilité des autres intervenants à l'acte de construire qui eux-mêmes sont dans la même situation que moi. C'est en ce sens que la concertation est globale et de toute la chaîne. Ça veut dire que je ne vais pas aller chercher la responsabilité de l'autre et l'autre ne va pas chercher ma responsabilité. Et dans ce cas-là, on a une période curieuse où on va neutraliser tout ce qui est sanctions relatives à la planification et on va considérer que chacune des parties est de bonne foi. Oui, surtout qu'on a pu évoquer mardi que le préalable à la reprise est aussi cette analyse du planning et de l'ordonnancement. Et que donc, de toute façon, on va travailler avant de signer ces avenants sur un nouveau planning, même s'il n'est qu'à titre indicatif, même s'il peut subir les conséquences de la crise en termes de livraison ou en termes d'organisation. On a quand même une étape préalable au redémarrage qui est la réalisation d'un nouveau planning. Deuxième question, en cas de nouveau PGC, nous avons donc une nouvelle pièce contractuelle et donc un avenant soumis à accord et donc une nouvelle négociation en termes de prix, de délai, etc. Est-ce bien cela? Alors,
Pour moi, le nouveau PGC, ce n'est pas réellement un nouveau PGC en réalité, c'est juste un PGC qui va être actualisé. Donc, ce n'est pas pour moi une nouvelle pièce au sens contractuel où on l'entend habituellement. Vous allez effectivement avoir un PGC actualisé, mais ce n'est pas ça qui fait l'objet d'un avenant pour moi. Ce qui est important, c'est on est obligé de considérer que la réglementation sanitaire s'est durcie. Il faut donc s'y conformer parce que sinon, on met en danger la sécurité des intervenants à l'acte de construire. Donc, ça, c'est un fait qui s'impose à tout le monde et on n'a pas le choix. Donc, on actualise à ce titre-là. L'intérêt de l'avenant, si vous voulez, c'est plutôt de dire que, comme le guide n'est pas forcément clair sur le qui fait quoi et à qui incombe quoi, on se met d'accord pour savoir toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela, toi, tu es responsable de ceci, toi, tu es responsable de cela. Et vous allez me dire, dès qu'on ouvre la porte à l'avenant, on ouvre la porte à la négociation du prix. Oui et non, parce que du coup, ça dépendra quand même de ce que vous avez prévu dans votre marché, s'il est à forfait ou pas, s'il est actualisable ou pas. Parce que peut-être que dans certains marchés à forfait, vous avez par exemple renoncé à la force majeure, ça arrive, ou vous avez intégré le fait qu'il y aurait des changements de réglementation qui seraient à la charge par exemple de l'entreprise. Je parle maîtrise d'ouvrage d'entreprise, mais on pourrait appliquer le même raisonnement quand on est promoteur avec son investisseur. Et pour moi, l'avenant, il est nécessaire parce que le cadre juridique actuel et votre contrat ne traite pas de l'hypothèse où après la reprise, vous allez être en mode dégradé, c'est-à-dire que votre planning aujourd'hui qui existe dans le marché, c'est le planning initial avec un délai global. Et le problème, c'est que là où vous pensiez qu'une tâche allait vous prendre 3 jours, elle va vous en prendre 15. Et ça, c'est traité nulle part, ni par les dispositifs exceptionnels de la loi, ni par le guide, ni par votre propre contrat. Donc ça, il faut se mettre d'accord sur le fait que c'est dans ces conditions que l'on reprend. Parce que sinon, c'est l'ancien contrat qui s'applique. Vous voyez, c'est pas clair, quoi. Donc, il faut que les choses soient mises en miroir. Une autre question assez précise. Si la maîtrise d'œuvre d'exécution ne veut pas réaliser les visites hebdomadaires sur chantier pour vérifier l'avancement et la conformité des travaux, les entreprises devant intervenir souhaitent reprendre le travail et un ordonnancement particulier a été validé par tous, y compris la maîtrise d'œuvre d'exécution. Comment reprendre les travaux? La maîtrise d'œuvre d'exécution peut-elle contraindre tous les intervenants de maintenir l'arrêt de chantier? D'une manière générale, quels sont les moyens des maîtres d'ouvrage pour pallier à la mauvaise volonté d'un prestataire, maîtrise d'œuvre d'exécution, architecte, entreprise, OPC, qui bloquerait la reprise du chantier malgré une concertation arrivant à son terme? Position dure d'un prestataire, point de blocage, refus de signature d'un avenant, possibilité de substitution d'un prestataire si les preuves de l'impossibilité ne sont pas apportées. Donc, il y a beaucoup de questions. On a partiellement répondu d'ailleurs mardi à certaines questions, c'est-à-dire qu'on peut pas imposer à une entreprise d'intervenir, déjà, parce que seul le directeur de l'entreprise est en capacité de savoir s'il est en mesure de prendre justement toutes les mesures pour protéger ses employés, et personne d'autre que lui ne peut le savoir. Il y a des variantes ou des adaptations qui peuvent être possibles. Si la maîtrise d'œuvre d'exécution ne veut pas réaliser les visites hebdomadaires, on peut imaginer des visites en horaire décalé quand il n'y a pas d'entreprise pour que la maîtrise d'œuvre d'exécution puisse être seule sur le site, ou alors de faire réaliser des reportages photos par les entreprises qui permettent à la maîtrise d'œuvre d'exécution de valider à distance la bonne réalisation des travaux, en qualité, en délai, etc. Et arrête-moi si je me trompe, Cécile, mais pour moi, on ne peut pas pallier ou remplacer un prestataire comme ça, à part une approche à l'amiable pour casser un contrat existant. Il n'y a pas de décision unilatérale dans les conditions actuelles. Non, effectivement, en fait, là, pour le coup, les ordonnances qui ont été prises par le gouvernement à ce titre-là sont très claires. Vous ne pourrez pas, en cette période, imaginer résilier ou enjoindre l'autre, le mettre en demeure de venir sur chantier s'il considère qu'il n'est pas en capacité d'assurer la sécurité de ses intervenants. En fait, la difficulté, là, aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas en termes de « je veux », c'est « je peux ». Est-ce que je peux? Est-ce que je suis en capacité de? Et par conséquent, pendant la période considérée, soit vous arrivez à trouver un accord de résiliation amiable, on peut l'imaginer, vous pouvez résoudre amiablement votre contrat et changer de prestataire, soit on est un petit peu coincé.
On est un petit peu coincé. Donc, à part la discussion et l'avenant de résiliation, on n'a pas tellement de moyens de pression contre l'entreprise qui ne souhaite pas venir ou le prestataire. Et il faut prendre garde à la pression sous toutes ses formes, y compris les pénalités, parce que comme on est en crise sanitaire, toute forme de pression, s'il y avait un accident, on considérerait qu'on en est responsable et qu'on s'est initié de manière fautive. Donc, je serais assez prudente, moi, sur la manière d'enjoindre ou de trouver une issue plutôt amiable avec les prestataires. Oui, juste un focus. Par contre, il est nécessaire que le CSPS puisse venir sur site et puisse faire ses visites. Sans ça, on ne peut pas redémarrer le chantier. Une nouvelle question. Où trouver un modèle d'avenant de BEFA? Où trouver? Alors là, je vais vous faire une réponse de juriste. Ça ne va pas du tout vous plaire. Ça dépend du BEFA, donc il n'y a pas de modèle tout prêt. On a quelques trames, mais en réalité, dans un avenant, on peut y mettre tellement de choses parce que ça dépend tellement de votre contrat existant que je n'ai pas de réponse toute prête. Donc, un avenant, après, sur la forme, c'est assez simple. Hein, on rappelle les parties, on rappelle le contrat qui a été signé, on rappelle pourquoi on fait un avenant et on dit quel est l'objet de cet avenant et quelles sont les clauses qui sont modifiées. Dans la forme, ce n'est pas très compliqué. Pour autant, comme on est dans une situation un peu délicate, sauf à ce que vous soyez assez à l'aise avec l'analyse et la lecture de votre contrat, je vous conseille de faire appel à un rédacteur ou un juriste. Je n'ai pas de modèle tout prêt. Que devons-nous demander à nos sous-traitants, maîtrise d'œuvre d'exécution ou OPC, pour poursuivre les travaux? Je pense que ça fait partie des prérequis dont on a parlé, c'est les documents à mettre à jour. Vous avez la liste dans le support du webinaire qu'on a pu réaliser mardi de tous les prérequis. Et après, effectivement, il y a cette vérification qui se fait soit à distance, soit sur site en horaire décalé. En fait, la seule obligation… Oui, pardon Nicolas. Vas-y, je t'en prie. Non, la seule obligation que l'on connaît aujourd'hui dans le guide, c'est le fait qu'on les concerte et qu'on les concerte pour savoir si oui ou non ils sont en capacité de répondre à des conditions sanitaires. Il n'y a pas réellement de checklist ou de choses comme ça. Vous devez vous assurer simplement de les concerter et donc de concerter également les sous-traitants et toute la chaîne de construction, des intervenants à l'acte de construire. Quid des réclamations sur les rendements et les moyens différents compte tenu des obligations sanitaires sur le prix? Quid. C'est toute la question. Ça dépend du contrat. Oui, ça dépend du contrat, forcément. C'est ce que je vous disais, c'est que à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, on peut pas imaginer, exiger d'avoir le même rendement alors que vous avez des exigences sanitaires qui empêchent presque, en gros, quand on est en partie seconde œuvre, l'autre seconde œuvre dans un chantier, ça va être très compliqué de pouvoir travailler normalement et le degré d'avancement va être extrêmement limité. Donc, vous ne pouvez pas exiger le rendement compte tenu de ça. Donc, il faut l'acter. De la même façon, sur la partie prix, il faut discuter parce que malheureusement, je n'ai pas de règle toute prête. La seule chose que je peux vous dire, c'est que par rapport à la prise en charge, ce que je vous disais de ce qui est prévu dans le guide par rapport à la base vie et aux espaces communs sur les aspects nettoyage et consommables en termes d'hygiène et de sécurité, il n'y a pas de règle énoncée. C'est la liberté contractuelle qui prévaut puisque le guide ne mentionne rien. Mais ce que l'on croit, c'est que comme chacun doit faire une part d'effort, on considère que le maître d'ouvrage doit participer et contribuer financièrement pour une quote-part au moins à ce financement-là. Qui porte la responsabilité juridique et pénale en cas de contraction du Covid-19 par un intervenant, maîtrise d'œuvre, bureau de contrôle, CSPS, entreprise, suite à une reprise de chantier pendant la période de confinement? C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre, donc je vais réfléchir à haute voix. L'obligation pénale de sécurité, habituellement en temps normal, elle est à la charge du maître d'ouvrage. Sauf que là, aujourd'hui, on ne s'est pas bien qualifié
le législateur n'a pas dit le Covid, c'est toi qui es responsable ou pas. On a juste dit qui devait être référent. La seule chose que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'en termes de responsabilité pénale, on ne sait pas quel traitement pourrait être fait de ça. Comme c'est force majeure, j'ai quelques doutes sur le fait qu'il y ait une responsabilité pénale par rapport à ça. C'est la première chose. Par contre, on a une obligation en tant qu'employeur, en revanche, de donner les moyens renforcés, c'est-à-dire qu'il faut qu'on s'assure que nos collaborateurs qui vont sur site ou qui vont travailler ont tous les moyens de pouvoir respecter les mesures barrières pour quand on est au bureau et les préconisations du guide, de préconisation des bonnes pratiques du guide pour la partie chantier. Donc, s'il y avait un problème, j'ai envie de dire, on regarderait si l'employeur a bien fait son travail, on regarderait si le CSPS a bien fait son travail, et on regarderait si le maître d'ouvrage a donné les moyens au CSPS de bien faire son travail. J'ai quelques doutes sur les responsabilités pénales, mais je ne saurais pas vous l'assurer. Voilà ce que je peux vous dire. Est-il obligatoire de signer un avenant pour reprendre les chantiers? Alors non, ce n'est pas obligatoire. Rien n'énonce le fait qu'il faut un avenant obligatoire. En revanche, ce que l'on considère, c'est que comme on va reprendre en mode dégradé, que votre contrat initial, lui, ne tient pas compte de ces éléments-là, on vous indique qu'il est bien plus préférable et absolument essentiel de négocier et d'avoir un avenant pour acter entre vous qu'on va neutraliser les pénalités, des conséquences qu'on va avoir sur le prix, des problématiques du compte pro rata ou pas, et qu'on est bien en mode dégradé. Pas d'enrichissement sans cause, ok, mais comment valoriser et justifier la perte de productivité? Oui, j'ai envie de dire, on en est tous là. Ça, c'est mon premier réflexe, mais malheureusement, on sait tous qu'à travers cette crise, on va tous y laisser quelque chose. Donc, de toute façon, si vous voulez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à avoir des postures qui soient difficiles. C'est que globalement, on ne peut pas… Chacun va y perdre. Je crois que ça, on en est certain, hein, c'est que tout le monde va y perdre un peu. Donc, l'idée, c'est de faire des compromis et de discuter ensemble pour savoir comment on fait pour avoir pour limiter les pertes ou alors avoir des pertes équilibrées. C'est ça ce que je peux vous dire, mais je ne peux pas vous dire mieux. Une question qui ressemble un peu à la précédente. Quelle responsabilité pénale si en maîtrise d'œuvre, nous relançons les chantiers? A-t-il un impact sur l'assurance? Pardon? Tu peux me répéter la question, s'il te plaît? Quelle est notre responsabilité pénale si en maîtrise d'œuvre, Oui. nous relançons les chantiers et quid de l'assurance? Si nous relançons les chantiers, si nous relançons les chantiers, donc la responsabilité juste stricto sensu maîtrise d'œuvre. Hein. De toute façon, nous, pour moi, on donne notre avis à la maîtrise d'ouvrage, mais de dire on pourrait redémarrer ou on vous déconseille de redémarrer, mais la décision, c'est quand même le maître d'ouvrage qui prend la décision de reprendre en toute connaissance de cause le chantier. Alors ça, on va avoir tout un débat là-dessus, je pense, suivant la casquette, si on est l'un ou si on est l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que globalement, le maître d'ouvrage est à l'initiative de la démarche de la concertation. Il écrit à son maître d'œuvre, il écrit à son CSPS pour leur demander de faire cette concertation ou de l'animer. Le CSPS va avoir pour rôle de discuter avec les entreprises sur la partie sanitaire, sur les exigences et par rapport aux préconisations du guide. Et le maître d'œuvre, lui, selon moi, il a un rôle d'actualisation de planning. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sait quelles entreprises peuvent venir, on regarde si avec ça, on peut arriver à faire un bout de planning, quoi. Pour moi, c'est plutôt un rôle d'actualisation. Et le maître d'ouvrage, finalement, il va s'en tenir assez sachant parce que globalement, le maître d'œuvre, s'il dit bah non, c'est pas possible, on ne peut pas travailler comme ça, on n'a pas assez d'entreprises, ou si le CSPS dit bah, les travaux sont tels qu'il y a trop de coactivité et qu'on ne saura pas respecter le guide, dans ces cas-là, vous avez des éléments factuels pour considérer qu'on ne peut pas reprendre. Et le maître d'ouvrage ne fait que prendre acte de ces éléments-là. Donc, le rôle du maître d'œuvre, c'est vraiment un rôle de planification, de planning. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si. Si? D'accord.
Je propose qu'on prenne quelques minutes supplémentaires pour pouvoir prendre encore quelques questions et puis on conclura ensuite. À la suite de l'apparition du guide des préconisations pour la continuité des activités en période d'épidémie, il me paraît important d'intégrer le coordonnateur SPS dans le processus de préparation des chantiers, mise à jour des documents PGC, PPSPS, etc., avec les mesures à appliquer, gestion de la coactivité. Comment organisez-vous cette préparation? Vidéoconférence avec l'ensemble des intervenants, qui réalisent la demande de reprise, etc. Donc, effectivement, il y a une réunion de concertation préalable. Vous pouvez retrouver ces éléments dans le premier webinaire et le support qui est disponible sur notre site. Cette concertation préalable est à l'initiative du maître d'ouvrage et elle est préparée par le maître d'œuvre ou maître d'œuvre d'exécution et le CSPS, après concertation avec l'ensemble des entreprises et l'ensemble des intervenants de chantier, pour savoir qui est enclin et qui est en mesure de reprendre et sous quelles conditions, afin d'avoir une vision globale de l'état du chantier et de la possibilité ou non de reprendre et des conditions de reprise. Et c'est seulement à la suite de ça qu'on réalise un compte-rendu général qui est diffusé à l'ensemble des intervenants et qui donne un avis sur cette reprise. Cette préparation, elle peut se faire effectivement en vidéoconférence ou en visioconférence, mais elle se doit d'être bien préparée et elle se doit d'avoir interviewé l'ensemble des intervenants et d'avoir récupéré l'ensemble des éléments au préalable. Je ne sais pas si tu as des éléments à ajouter, Cécile. Non, c'est très complet. Signer un avenant, oui, mais comment gérer le surcoût? Justement, l'idée de l'avenant, c'est de traiter des surcoûts. Alors, je sais que, j'imagine, hein, je ne sais pas, j'imagine bien que ça doit être compliqué d'évaluer les surcoûts pour une entreprise. Il faut avoir un ordre d'idée, il faut en discuter, il faut le traiter dans l'avenant. Si vous voulez, de la même façon que c'est aussi difficile d'envisager de se positionner sur un montant, comme quand vous allez vous positionner sur un marché de travaux en dehors de la crise, si vous voulez, que d'attendre quand on est de l'autre côté, quand on est maître d'ouvrage, la fin de la crise et au moment du DGD, de se demander combien ça va coûter. Si vous voulez, ce n'est pas viable ni dans un sens ni dans l'autre. Donc, c'est pour ça qu'il faut discuter. Il faut discuter et acter par voie d'avenant. Et après, chacun prendra sa part de risque. Je ne comprends pas la notion d'imprévision et pourquoi elle figure par défaut dans nos contrats. Oui. Alors, la notion d'imprévision, c'est l'idée selon laquelle, par un événement que les parties n'ont jamais imaginé au départ quand elles ont signé leur contrat, va empêcher finalement ou va empêcher l'une des parties de répondre à son obligation. C'est-à-dire que, économiquement parlant, la partie qui devait, par exemple, construire la maison ne peut pas le faire parce que, alors je vais vous prendre un exemple volontairement caricatural. Moi, je ne sais pas, une météorite est venue s'effondrer, on peut plus rien faire. C'est de la faute de personne, hein, et globalement, il y a un déséquilibre total dans le contrat. Bon, et vous avez une autre partie qui s'arc-boute sur sa position et qui dit ben non, moi je voulais la maison à telle heure, à tel délai, à tel prix, tu te débrouilles. C'est ce genre de positions qui ont amené les juges en fait à amener de l'imprévision. Donc le phénomène imprévisible, s'il a un impact important du point de vue économique, on a la possibilité de renégocier. Donc si vous avez... Et comme en fait, quand on est appris à forfait, on n'a pas envie de renégocier. Personne n'a envie de renégocier un forfait. On dit, tu prends ton risque. Donc, on dit qu'on renonce à cette possibilité de renégocier en cas d'imprévision. Comme on y renonce, si jamais il y a une imprévision, on reste dans le forfait malgré l'imprévision. Et ça, c'est bien quand on veut être sécurisé sur le forfait. Sauf que ce que je vous disais, c'est que ce mécanisme d'imprévision, comme il est dans l'intérêt d'une partie qui est fragilisée par un événement qui est en dehors de sa volonté, on imagine que finalement, le législateur va dire, bon, ben, ça c'est le socle de base, comme la force majeure presque. Si jamais il y a un événement imprévisible qui survient et qu'une partie ne peut vraiment pas
remplir son obligation, on sera obligé de négocier et de revoir les conditions du marché. Je ne sais pas si c'était plus clair. Si. Dans le cadre d'une VFA, en cas d'absence de notification particulière liée au Covid-19 du promoteur, pouvons-nous considérer en tant qu'investisseur que l'acte de base s'applique? De notification. Alors, l'acte de base, par définition, s'applique toujours. Si la question, c'est par rapport à… Alors, ça dépend si dans la VFA, il y a une cause légitime de suspension de délai par rapport à une pandémie, une crise, d'abord. Ensuite, ça dépend des conditions d'information qui sont prévues dans la VFA. Je ne sais pas si je vous ai répondu de manière très concrète à cette question. Globalement, il faut regarder le contrat précisément. Si jamais c'était une cause légitime de suspension, effectivement, dans les VFA, souvent, on a un délai pour informer son investisseur avec une forme particulière, type LRAR, dans un délai de temps à compter de l'événement. Sauf que ce que vous devez comprendre, c'est que les délais de notification, dans le cadre des ordonnances en urgence qui ont été prises par le gouvernement, font l'objet de report automatique. Autrement dit, même si on n'a pas notifié dans les délais, probablement que ça n'aura pas d'impact. En gros, si l'événement est arrivé et que vous n'avez pas notifié dans les délais, ben, vous pourrez quand même vous prévaloir de l'événement parce que les ordonnances ont allégé les obligations pendant la période de Covid. Les deux dernières questions. Comment renégocier nos missions de maîtrise d'œuvre, d'exécution et d'OPC qui sont au forfait alors qu'on ne peut pas donner de délai? Alors, comment on peut oui ou non, je ne sais pas, ça dépend quelle est ma casquette. Alors après, comme le délai va être rallongé, je suppose qu'on va passer plus de temps. Et en plus, ce que j'ai pu comprendre des échanges que j'ai eus, moi, avec toute la filiale maîtrise d'œuvre d'Essor, c'est que on va avoir quand même plus de travail en matière de planification journalière. C'est-à-dire que globalement, comme il va falloir jouer avec les plannings et les remettre à jour, il y a plus de travail par rapport à ça. Après, je vais laisser Nicolas répondre à cette question. Non, mais je pense que ça peut être comme les éléments que tu as donnés tout à l'heure, avec une mission en deux temps. Une première mission qui serait plutôt sur cette reprise mode dégradé, préparation de la reprise, parce qu'il y a un travail assez conséquent pour remettre à jour le planning et puis préparer cette reprise. Et puis dans un deuxième temps, une fois que le planning est recalé, on peut repasser sur quelque chose d'un peu plus forfaitaire et puis d'essayer d'être tous un petit peu raisonnables dans le surtravail ou les surcoûts que ça peut engendrer. Dans la référence faite au guide, faut-il indiquer une date de publication dans l'éventualité où celui-ci serait mis à jour ultérieurement? Ou au contraire, s'autoriser l'évolutivité des mesures à mettre en œuvre? C'est une très bonne remarque. Effectivement, au moment où vous allez signer l'avenant, en tout cas, ou même quand le PGC serait actualisé, si jamais on avait des règles sanitaires qui étaient plus exigeantes, voire même un confinement total, il faudrait vous laisser la liberté de prévoir que c'est pour l'actualisation en l'état du droit des règles et qu'éventuellement, elle ferait l'objet d'actualisation et que chacune des parties s'y astreindrait, en fait. C'est-à-dire qu'on prévoit d'ores et déjà le fait que ce soit évolutif. Et la dernière question qui vient d'arriver, un contrat définit un produit, un délai et un prix. Admettons que le produit ne change pas fondamentalement, le délai devient variable et le prix aussi. Êtes-vous certain que votre démarche puisse sécuriser le business? Est-ce que je suis certaine que… Non, je suis certaine de rien. Non, concrètement et plus sérieusement, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, on ne sait rien. Et de la même façon, vous voulez un produit, un délai et un prix. Vous ne pouvez rien faire d'autre aujourd'hui, à l'état actuel des choses, si ce n'est essayer de dessiner un cadre et dessiner une trajectoire. Vous n'avez pas d'autre choix. Concrètement, vous ne pouvez pas résilier, vous ne pouvez pas stopper, vous ne pouvez rien faire. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? On préfère attendre ou on préfère essayer d'anticiper et de prendre des décisions, voire même d'envisager le cas échéant quelle serait l'issue si vraiment ça durait beaucoup plus longtemps qu'on l'imagine. Mais en tout état de cause, ça me semble plus prudent d'essayer d'anticiper et de définir ce que l'on veut et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter plutôt que d'attendre et d'être contraint. Merci Cécile.
Nous espérons que les éléments que nous avons pu partager avec vous au cours de ces 2 webinaires vous seront utiles dans les jours ou les semaines à venir pour vous épauler sur le redémarrage de vos chantiers. Il apparaît clairement que une fois qu'on a levé les barrières des mesures pratiques à mettre en œuvre et de la méthodologie et des outils, il n'y a plus aucune certitude. Je pense qu'on peut tous être d'accord là-dessus. Et que personne n'a intérêt à camper sur ses positions, sur des positions fermes, tranchées. La seule issue qui nous semble envisageable, après l'analyse détaillée de tous ces éléments, elle passe par le dialogue. Elle passe par la compréhension des difficultés que l'autre peut rencontrer. Et elle passe surtout par une recherche de consensus, tous ensemble, en bon père de famille. Nous sommes toujours plus forts ensemble. Préparer ces 2 webinaires et puis après les partager avec vous sur ces sujets nous ont permis de progresser, en tout cas dans notre réflexion et dans notre approche de la reprise des chantiers. Pour ma part, je suis sûr que ce contenu m'apportera de l'aide pratique, puisqu'on est déjà en train de le transférer de manière plutôt générale au niveau du groupe. Nous avons travaillé sur des séances de restitution à l'ensemble de nos collaborateurs pour qu'ils puissent se nourrir de notre réflexion et de ces éléments et qu'ils puissent préparer le redémarrage de chantier dont on sent déjà les prémices sur une grande majorité de nos chantiers. Voilà, j'espère, je vous remercie tous pour votre participation et je remercie également tous ceux qui nous ont aidés à préparer ce contenu et ces supports de présentation dans un temps record. Ça nous paraissait opportun et nécessaire de partager cette réflexion avec vous, eu égard au contexte et aux questions qu'on se posait et que vous posiez sûrement. Cette première expérience de partage a été assez riche et nous a donné envie de poursuivre cette réflexion et cette démarche. Et je pense qu'on vous communiquera très rapidement un programme de prochains webinaires à venir probablement un par semaine dans cette période de confinement pour continuer à échanger avec vous sur les questionnements divers qu'on peut se poser à l'aune de cette période. Je vous remercie tous énormément de votre présence, de votre participation et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.